Annick Forchoux, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan La preuve d'Okiro. Alors, ma première question sera pourquoi avoir choisi la science-fiction pour écrire ce roman? La science-fiction permet d'examiner les transformations possibles d'un monde qui aura lieu ou pas. J'aime le fait qu'elle affiche haut et fort ce principe d'incertitude sur un mode qui fait le contraire, c'est-à-dire qui décrit les phénomènes mais de façon très réaliste. Alors, du coup, qu'est-ce qui appartient à la science dans cette science-fiction? Les sciences de la vie, assez modestement, plus spécifiquement l'anthropologie, puisque l'un des personnages est anthropologue. Du coup, n'était-ce pas suffisant comme genre? Du coup, pourquoi faites-vous aussi dans le même ouvrage appel à la poésie? Et bien là, dans le livre, la poésie se réfère à la tradition orale, qui est un mélange de performances théâtrales, de magie et de transmission du savoir. C'était l'occasion aussi de simuler une parole animiste à l'intérieur du projet même de science-fiction, ce qui a permis la rencontre d'un personnage chaman qui incarne donc cet animisme et la science dure incarnée par un anthropologue. Alors du coup, vous avez situé votre histoire autour d'un lac, comme on peut le voir sur la couverture. Et pourquoi est-ce si important? Bien parce que le lac, pour moi, c'est le lieu des miroitements par excellence. Donc miroitements poétiques, mais également des reflets physiques, des nuages, des végétaux, des bêtes et des hommes. C'est aussi l'endroit où le solide se confronte au liquide, quelquefois de manière graduelle et parfois sans transition. Voilà, c'est le lieu dans mon histoire où les catégories de la science se diluent au profit de la sensibilité et de la perception immédiate. Le livre est dédié aux philosophes de l'environnement et de la condition animale. Du coup, on se pose la question, est-ce un livre militant? Pas du tout, pas du tout. J'ai voulu rendre hommage aux philosophes de l'écologie et aux gens qui passent à l'acte. C'est-à-dire qui abandonnent un mode de vie prédateur et consumériste au profit d'une vie plus simple. Ce passage suppose des bouleversements radicaux dans le rapport à la nature et j'ai voulu poser 2 ou 3 axes de compréhension tirés de mes lectures essentiellement. Alors n'est-ce pas un peu ambitieux, du coup, de définir les liens entre la nature et la culture? Sans doute, mais c'est un travail nécessaire à mon sens, dont chacun doit s'emparer afin d'habiter la planète et surtout de la partager le plus décemment possible avec tous les autres êtres, c'est-à-dire les êtres de la communauté de nature, comme dirait Stéphanie Chama-Fessa, philosophe de la condition animale que j'aime beaucoup. Alors du coup, à qui s'adresse ce livre? Qui peut lire ce livre? À toutes les personnes qui s'intéressent aux questions de l'environnement, je dirais aussi aux personnes intéressées par la littérature en général, et puis j'ajouterais à celles qui sont intéressées par les truites, parce qu'il y a beaucoup de questions dans ce livre. Quelle est cette preuve qu'on trouve dans le titre, La preuve d'Okiro? Ça, je laisse le soin au lecteur de la définir. Alors Annick Forchoux, une dernière question. Le lac de Vine existe-t-il? Je m'y baigne le plus souvent possible quand le temps me le permet.